Bonjour Viviane. Bonjour Olivier, ravi d'être avec vous ce soir. Avec Merci. toi et avec tes auditeurs, je veux dire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview donc pour le Club Digital. Alors, avant de Avec plaisir. commencer l'interview, un petit fast pitch. Donc, tu as travaillé près de 15 ans chez France Télévisions. Tu es au board de plusieurs startups. Tu interviens en tant que professeur en école de commerce. Tu as surtout en fait écrit un livre de référence sur les DNVB, qui sera un petit peu le sujet d'aujourd'hui, puisque c'est un sujet hautement d'actualité. Ton livre s'appelle Les surdoués du commerce digital et tu as fondé Brand Alchimie qui a pour rôle d'accompagner les DNVB et les startups D2C dans les différentes étapes de leur stratégie de croissance et d'accélération. Je le cite. Et Merci. aussi de susciter et d'accompagner les évolutions de business model des acteurs historiques, qui est un vaste sujet euh, Absolument. qui a fait pas mal de transformations digitales. Alors, les DNVB, et moi le premier, donc beaucoup d'erreurs sont faites pour les décrire. Alors, ma première question, c'est quoi une DNVB et ça vient d'où? Ah oui, bah, tu as raison, c'est une erreur. Je pense que l'acronyme DNVB, déjà que je n'ai pas inventé, sinon je pense que j'aurais pensé à autre chose. Je vais vous expliquer qui a inventé cet acronyme, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs. Quand on lit la presse en particulier, c'est vraiment un gros charabia et vraiment il faut être expert pour reconnaître, pour comprendre quelque chose. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais un article de Madines sur les DNVB qui pivoterait vers un nouveau modèle. Et dans le titre étaient citées 4 marques qui ne sont pas des DNVB. Donc, déjà, voilà, je me dis, OK, Vaste donc il y a encore sujet. beaucoup de pédagogie à faire. Alors, qu'est-ce que c'est une DNVB? Déjà, l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire? Digitally Native Vertical Brand. Ça pourrait déjà être une définition. Digitally Native, ça ne veut pas dire, comme je l'entends très souvent, que ce sont des marques qui sont faites pour les digital natives. Ça serait trop simple. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup au digitally et pas au digital native. Ça veut dire qu'elles sont nées en ligne et qu'elles vont créer leur expérience pour les clients en ligne. Donc, on n'est déjà pas que sur un site internet, on est déjà sur une expérience en ligne. Et quand on dit qu'elles sont nées en ligne, ça veut dire aussi qu'elles vont faire le site internet sera le centre de l'expérience et que les ventes se feront alors principalement en ligne. Et ça aussi, c'est une erreur commune de dire ah, les digital natives, oh là là, elles vont en physique, ça y est, elles ont pivoté, elles ont changé de business model, ça ne marche pas. Non, on n'a jamais dit ça. Elles sont nées en ligne, elles exercent principalement leur activité en ligne. Principalement ne veut pas dire entièrement. Ce n'est pas des pure players. Ça, c'était la première chose. Vertical brand, alors ça, on comprend mieux le modèle vertical, le business model vertical. Tout simplement, c'est celui de Zara, hein, c'est celui où on maîtrise de l'amont à l'aval, du produit jusqu'à la distribution, l'ensemble de la chaîne de valeur. Si j'avais dit ça, j'ai déjà donné une définition, mais ça ne va pas suffire pour distinguer d'NVB d'autres marques. Ça ne suffit pas complètement. Je pense qu'il faut rajouter, et c'est vraiment très important, que ce modèle a été pensé comme un modèle de start-up tech. Donc en fait, c'est l'adaptation d'un modèle de start-up tech à des produits de consommation physique. Ça, c'est nouveau. Parce que la tech, on fait des services. On crée des produits comme Zoom, par exemple, où on crée, donc très facile à scaler. Scaler veut dire qu'à partir d'un produit qui convient au public, on va pouvoir le vendre à des tonnes de gens sans derrière avoir euh, multiplié la force de vente, multiplié les commerciaux, etc., etc. Donc ça, et comment on fait pour des produits physiques? Alors d'où ça vient du coup maintenant? Après, la définition est posée. Donc d'où ça vient? Bah, ça vient d'un… En fait, le modèle est apparu dans la Silicon Valley dans les années 2007-2008, justement au moment de la seconde, l'émergence en fait de la deuxième génération des marques digitales, hein. Il y avait eu les Amazon, enfin les rescapés des années 95. Donc on ne connaît plus que Amazon et Netflix, en gros, qui ont pivoté de business model. Et en fait, une espèce de maturité dans les années 2007-2008 des technologies qui font on peut imaginer plus simplement vendre sur Internet. Donc, le modèle a été imaginé en premier, ou en tout cas décrit en premier, par Andy Dunn, qui est donc le fameux auteur de l'acronyme. Et Andy Dunn avait fait beaucoup d'audits dans le retail. Et son constat principal, c'était de dire que le retail, finalement, n'avait pas du tout évolué depuis des dizaines d'années, que l'expérience client, et en particulier dans la mode masculine,
était particulièrement pénible et n'avait aucun intérêt, et que finalement, le modèle le plus intéressant, c'était la VPC, la vente par correspondance. Donc, qu'est-ce qui pouvait faire sens? Ça serait peut-être de faire de la vente par correspondance sur Internet, et donc d'imaginer, en plus, on imagine toujours que les gens évoluent en silo, que d'un côté, il y a les gens de la mode, que de l'autre côté, il y a les gens de la tech, mais il se trouve que dans la Silicon Valley, à cette époque-là en particulier, les gens se parlaient énormément, et lui, il était très geek. Et donc, il s'est dit, ben, je vais m'emparer de ce genre de succès qui arrive dans la tech et essayer de faire un modèle qui soit in between, technologique, start-up, modèle de croissance, complètement en ligne. Et donc, il a commencé en fait à lancer Bonobo sur l'idée que le produit le plus compliqué à trouver pour lui, c'était le pantalon, aux États-Unis, en fait, un homme, quand il voulait s'habiller, avait le choix entre un pantalon cigarette coupé à la française, où il disait, bah, y a juste des Français qui rentrent dedans, nous, avec nos cuisses de footballeurs américains, on n'y arrive pas, ou des chinos très larges. Donc, il s'est dit, ben, on va faire, grâce au digital, on peut proposer un fitting qui soit complètement personnalisé, avec des couleurs personnalisées. Et quand on dit ça, donc tissu, taille, si on module les tailles d'un pantalon depuis les hanches, le tour de taille, les genoux, la longueur, etc., plus les tissus, plus les couleurs, finalement, on arrive à des variations qui sont tellement infinies, on ne pourrait pas les vendre dans une boutique physique, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'est né le modèle des Digital Natives. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a théorisé lui, puisqu'il a écrit après, il a décrit en fait le modèle d'INVB dans un blog Medium. Pourquoi? Bah, pour attirer l'attention des fonds d'investissement, parce que justement, étant donné qu'il y a énormément de tech derrière, ils sont de tech propriétaires euh, et développés in-house, il leur fallait lever des fonds de la même manière qu'une start-up technologique. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des solutions, des Shopify par exemple, qui permettent de lancer très vite et d'avoir moins de tech en interne. Ouais, j'étais un peu longue, mais bon, ça valait le coup Non, non, peut-être. non, mais en fait, c'est très intéressant parce que, comme tu le disais très justement, c'est la première erreur, c'est le digital versus digitally natives. Et après, effectivement, c'est tout le modèle que ça implique derrière, et notamment d'avoir la technologie au centre, au centre de tout ce qu'ils font. Oui, oui, je Alors, pense qu'il faut vraiment s'imaginer que l'idée, c'est d'améliorer le service de tous les jours, un service qu'on peut trouver en boutique physique, grâce au digital. bien Si sûr. c'est pour avoir, et ce qui justement, c'est peut-être aussi ce qui fait la différence entre une marque de mode qui a un joli site et un compte Instagram aujourd'hui, qu'on appellera DNVB, bon, parce que c'est plus facile par commodité, pourquoi pas. Mais derrière, en fait, c'est un petit peu comme si on avait le capot de la voiture, mais on n'a pas du tout le moteur. Hmm. Alors, Donc forcément, après, on va se dire, ah oui, bah, elle avance pas, je comprends pas. Il faut donc, ah bah, ils font du retail. Bah oui, c'est normal qu'ils fassent du retail parce qu'ils ne sont pas en capacité de scaler comme une startup. alors justement, tu citais Madines qui avait pris 3 mauvais exemples de DNVB. Tu peux nous citer un bon exemple de DNVB et un mauvais exemple de DNVB? Alors, bon, alors déjà, moi, je ne distribue pas des notes, hein, il y a des difficultés. En fait, il y a des stratégies qui sont plus ou moins bien exécutées, plus ou moins bien pensées. Si je devais citer une DNVB qui fait vraiment bien le job pour moi, c'est Warby Parker. Warby Parker, donc c'est les lunettes. C'est eux qui ont inventé ce modèle. Ils sont sans cesse en train d'inventer sur toute la chaîne de valeur. Donc l'idée, les premiers, ils se sont dit, OK, quelle est la valeur ajoutée dans une paire de lunettes de vue, si on regarde toute la chaîne de valeur, en fait, le marché est dominé par Luxottica, en gros, 75% des ventes dans le monde, Luxottica, qui maintient des prix élevés de manière tout à fait arbitraire, parce que en fait, quand on a un monopole, on fait à peu près ce qu'on veut, qui maîtrise aussi les verres de contact. C'est pénible, l'expérience client est pénible, il faut aller chez le médecin d'abord pour une ordonnance. Ensuite, il faut passer chez son opticien, y aller, repartir. Choisir sa paire de lunettes tout seul dans une boutique, ça peut être une épreuve. Souvent, on y va à plusieurs. Donc, ils ont eu envie de repenser tout ça et de mettre en place ce qu'aujourd'hui, pas mal de marques ont adopté, y compris Amazon, qui s'appelle le try-on, c'est-à-dire on peut acheter à la maison, on peut essayer à la maison. Donc, en gros, dès le début, ils ont décidé que vous pouviez choisir des paires de lunettes. Donc, après avoir fait un questionnaire,
de physionomie, donc quelle forme de visage, etc. Donc, il va vous guider en entonnoir et eux, ça leur permet de récolter pas mal de data vers 5 paires de lunettes. Ces 5 paires de lunettes, vous choisissez de les recevoir à la maison, vous les essayez et ensuite, vous les renvoyez. Tout ça est gratuit. Vous pouvez en sélectionner une paire et à partir du moment où vous l'avez sélectionnée, vous envoyez aussi votre ordonnance et ils ont mis au point tout le système. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que au lieu de vendre juste une paire, comme Jimmy Fairley le faisait en France, de vendre votre paire, de vous l'envoyer à la maison, en fait, ils vous la mettent à ils ont mis au point un certain nombre de technologies qui permettent à distance de faire tous les examens de vue et toute la mise au point de la lunette derrière. Donc, très simplement, hein, en utilisant ça, vous pouvez voir ça sur leur site, votre carte de crédit à la bonne distance de votre laptop, et ça leur permet, eux, de configurer votre paire de lunettes. Ou alors, à partir de l'iPhone aussi, de mettre au point un certain nombre d'apps qui vont permettre de simplifier le processus. Donc, pour moi, ils sont toujours en avance de phase. Ils étaient peut-être même un petit peu trop tôt sur le marché. Mais en tout cas, on n'a jamais entendu parler de faux pas de la part de cette marque. Après, si on devait parler encore aux États-Unis d'une qui a. Moi, j'avais dont j'ai beaucoup aimé le business model. Je continue à apprécier le business model et l'esprit qui a glissé sur le savon. C'est Brandless. Donc, je la décris dans mon livre. Donc, Brandless, l'idée, c'était de créer l'épicerie en ligne pour que chacun qui a un régime différent puisse trouver les produits qui lui conviennent. Donc, l'épicerie sans intermédiaire et les produits de la maison, tout au même prix unitaire, donc c'est aux alentours de 5 $, et sans la marque, brandless, donc en enlevant complètement la notion de marque. Et en fait, ils ont glissé sur le savon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont levé beaucoup. Ils ont comment dire, eu des coûts d'acquisition qui étaient exorbitants pour aller très vite. Et du coup, ils ont failli cesser d'exister au bout de 3 ans. Mais finalement, il y a quand même un nouveau fonds qui a été intéressé et qui a réinjecté de l'argent là-dedans. Et je pense que là, il y a eu un problème d'ego en fait du dirigeant. Mais il y a des cas de figure vraiment très 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 différents. Souvent, ce qui pêche, c'est l'envie de lever des fonds, d'aller trop vite, de vouloir faire la tête d'affiche, de devenir une licorne, et en fait de confondre un petit peu ce qui est aussi un problème dans le retail classique, hein, la caisse avec le cash, avec la trésor, avec les bénéfices. Alors, tu évoques en fait avec Warby Parker là, cette notion d'expérience consommateur. Je crois que tu parlais aussi avec Tony Hsieh qui a fait Zappos, cette notion de customer wow que je trouve assez intéressante. Il y a un autre point qui est très fort, c'est les DNVB, c'est cette notion de communauté. On voit très souvent les communautés qui sont très fortes en fait pour les DNVB. Donc, il y a deux questions là-dessus. C'est comment est-ce qu'elles réussissent à créer ces communautés, qui est quand même un peu le saint graal, j'allais dire, de toutes les grandes marques, et comment est-ce qu'elles arrivent, alors qu'elles n'ont aucune existence physique, même si j'ai bien compris que ce n'était pas un peu compliqué, comment est-ce qu'elles arrivent à devenir des love brands, alors que ce sont des digitally natives brands? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Alors, sur l'aspect communauté, la première réponse que je peux te donner, alors déjà, il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une communauté en termes marketing. Classiquement, la communauté est un segment marketing. Donc, on va dire les jeunes femmes entre 25 et 35 ans, qui et qui et qui. Ce n'est pas du tout ça une communauté pour une DNVB. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Une communauté pour une DNVB, c'est des vrais gens qu'elle connaissent, à qui elle parle tous les jours. Donc, comment on fait ? On fait comme une start-up en fait. Et une start-up tech, comment elle fait ? Elle fait son customer journey, elle fait son customer discovery, plutôt on va faire le customer journey, et en fait elle va s'intéresser à un sujet, à un pain point qu'elle a trouvé. Par exemple, Airbnb, comment on fait pour aller dormir dans une ville où il n'y a plus d'hôtels, où les hôtels sont hyper chers et c'est saturé, et pour aller mettre un sac de couchage chez les gens. À partir de là, qui est intéressé vraiment par le sujet ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet ? On va aller faire ce qu'on appelle le customer discovery, c'est-à-dire parler à des vrais gens. Et quand on aura fait ce customer discovery, on ne va jamais lâcher les gens à qui on a parlé.
Ce qui fait qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a intégré le marketing dans le produit. Et qu'est-ce qu'on fait quand on intègre le marketing dans le produit? C'est-à-dire qu'on intègre les features, les feedbacks. On est toujours en feedback avec ces gens qu'on interroge depuis le début, qui forcément, puisqu'on les a interrogés, qu'ils ont participé à la construction du produit, seront intéressés à l'acheter et deviendront des ambassadeurs et à partir de là pourront faire boule de neige. Bon, je schématise. Donc, en fait, je vois beaucoup trop de projets où on me dit, alors voilà, j'ai pensé à ça, ça me plaît, j'ai développé ça, ça et ça, mon produit est quasiment fini, comment je fais pour faire une communauté? C'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'en fait, en faisant ça, en fait, on n'est jamais sûr. Tout le monde a on a tous des bonnes idées. Mais une bonne idée qui se transforme en market fit, c'est autre chose. Et même avec une bonne idée, il sera toujours temps de pivoter en écoutant sa base fan. Et une base fan, elle vous donne plein d'indications sur ce qu'elle aime pas. Et elle vous donne des indications qui ne sont pas simplement sur le produit. Elle vous dit où et comment lui parler, de quel sujet lui parler, et surtout, comment, en fait, et ça rejoint comment on devient une love brand. C'est-à-dire qu'en général, c'est donc ces gens-là participent à un projet qui leur tient à cœur. Et s'ils participent à ce projet, c'est qu'en général, ils partagent bien autre chose, qui ça s'appelle des valeurs, ça s'appelle des centres d'intérêt. Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher à comprendre. C'est ça qu'on appelle les psychographiques aussi, qu'on va analyser beaucoup plus finement dans les DNVB. C'est de savoir, en fait, quel est le mode de vie intégral. Au lieu de s'intéresser, si je veux faire une DNVB de vélo, par exemple, je ne vais pas m'intéresser qu'au mode de déplacement de mes clients. Je voudrais savoir par où ils passent, comment ils vont utiliser ce vélo, mais aussi ce qu'ils mangent, ce qu'ils regardent. En fait, c'est la démarche design thinking globale. Et quand j'aurai compris ça, je vais savoir comment leur parler. Parce qu'il y a une notion qui est vraiment très importante, en fait, c'est que c'est vrai que les DNVB s'expriment surtout sur les social media, que ce soit LinkedIn, ou que ce soit Instagram, ou que ce soit d'autres, ou du Reddit, qui est aussi une forme de social media. Et quand on dit social media, on dit bien deux choses. On dit social, donc socialiser, être en permanence en communication avec son audience, que j'appelle même pas des clients, mais que j'appelle une audience, parce que les gens peuvent très bien venir à vous parce qu'ils ont un intérêt à lire vos contenus, à faire vos activités, mais jamais rien acheter. C'est des curieux, c'est des passants. Et donc ça, c'est social et média. Et c'est savoir s'exprimer comme un média aujourd'hui. Je crois que plus aucune marque qui veut jouer le jeu d'aller vendre ses produits sur les social médias ne peut s'abstenir d'être lui-même un média. Complètement. Alors, toujours dans cette notion de DNVB, il y a vertical. Et en fait, je te cite, tu dis la marque peut désormais vendre en ligne et maîtriser tout le circuit de distribution. Alors, ce qui peut être un gros avantage pour la marque, mais quel est l'avantage pour le consommateur? Le fait de maîtriser en fait tout ce circuit de distribution. Alors, le premier avantage pour le consommateur, c'est qu'il parle à des gens réels, en fait. Il ne parle pas à des intermédiaires qui ne savent pas d'où vient le truc, comment il va le renvoyer. Donc, déjà, c'est le premier avantage. On parle directement à des vrais gens. Vous interpellez une DNVB, il y a souvent un customer care, mais s'il n'y en a pas, il y a toujours le fondateur qui va vous répondre en direct. Donc, en fait, on n'est plus dans la recherche d'une relation interpersonnelle. En fait, même, j'ai envie de dire, en termes de communication dans une DNVB, en fait, on n'est plus dans une marque top-down qui va déléguer son customer care, justement son customer wow à une plateforme ailleurs, dans n'importe quel pays, pour ne pas le citer. Et non, on est vraiment dans une relation. Donc, on n'est plus top-down comme ça. On est dans une relation de la marque vers le client. On est dans une relation aussi, pour reparler de la communauté de la question précédente, des clients entre eux, de la marque vers tous les clients et des clients entre eux. Donc, c'est vraiment une relation comme un billard, en fait. Tout ça coexiste ensemble. Bon, donc, je pense que… rappelle-moi la question. La question, en fait, c'était, en gros, la marque aujourd'hui, elle va vendre en ligne et maîtriser tout le circuit de distribution. Et quel est Ah oui, l'avantage pour le consommateur? pardon, je me suis Ah, perdue moi-même dans mon fil. non, Oui, mais alors, parce que, encore une fois, je vais te dire, ce qui est surprenant, en fait, dans ce modèle de vertical, tu pourrais dire, ça peut être une nouvelle forme un peu de monopole
tu vois, pour la marque. C'est pour ça que je posais aussi Ouais, cette ouais. question. Alors, non, donc j'en venais à la communication directe, la transparence. Parce que, en fait, c'était surtout ça. Le problème dans la mode, donc il y a une grande DNVB, enfin un DNVB qui a servi beaucoup de modèles dans la mode qui s'appelle Everlane. Et Everlane, son premier axe de communication, c'était Radical Transparency. Pourquoi? Parce que le sujet dans la mode, c'était justement qu'on voyait jamais ce qui se passait derrière. On savait jamais d'où venait le produit qu'on achetait, de quoi, comment il était composé, etc. Et donc, l'idée, c'était de montrer toute la chaîne de valeur, de la décomposer, de montrer aussi, de décomposer les prix, de montrer les marges. Donc, il y a cette idée de transparence et de maîtriser, quand tu maîtrises tous tes intermédiaires, il y a aussi la maîtrise du prix, du coût, des marges. Parce que évidemment, si tu supprimes les intermédiaires dans cette relation directe, tu peux dire à ton client, voilà, le prix, c'est le prix juste, donc je ne ferai pas de solde. Donc il y a toutes ces notions. Il y a le prix, il y a la transparence et il y a la relation directe. Et tout ça, finalement, ça forme comment dire, de la confiance en fait. C'est le socle de la confiance, ces trois éléments. Donc l'avantage, il est perçu, il est perceptible et il est perçu par le client très fortement. Alors, moi, j'ai une autre question aussi sur. Alors, forcément, on parle beaucoup des DNVB, on parle beaucoup du digital. Là, tu parlais beaucoup en fait d'expérience consommateur, qui est le sujet très à la mode en ce moment. La question, c'est quoi l'avenir du physique en fait? Si on peut réussir aujourd'hui en digital, si on peut aujourd'hui recréer d'une certaine façon un cercle vertueux où la marque va maîtriser tout le circuit de distribution. Et j'aime beaucoup quand tu dis finalement le consommateur, il va reparler à quelqu'un, il ne va pas parler à des intermédiaires. Donc, l'avenir du physique dans tout ça, c'est quoi? Écoute, il y avait une posture avant le confinement qui tendait à dire que déjà les DNVB n'utilisaient pas la boutique physique comme un lieu de vente, même si c'est vrai que quand elles ont un lieu physique, elles vendent plus mécaniquement, mais comme un lieu de marketing. Donc déjà ça remet un peu les choses un peu différemment, dans une perspective différemment, c'est-à-dire que c'est une bannière géante et que donc c'est un lieu de destination, d'expérience. Et si tu forces pas la vente, tu t'aperçois que tu vends quand même beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est d'aller c'est un endroit où à la fois le client va pouvoir effectivement appréhender la culture de marque de la DNVB. Donc normalement, les vendeurs sont quand même mieux formés, mieux incentivés aux ventes, etc. Et véhiculent cette culture de marque. C'est un endroit où il va toujours se passer quelque chose. Regarde chez Cézanne, justement, à chaque fois, le décor bouge. Chez Glossier, le décor bouge. En fait, il y avait chez Andy Dunn l'envie aussi très fortement, justement, que cet endroit ne soit pas du tout un lieu de vente, mais d'envisager que ce soit un showroom. Il y a beaucoup de DNVB qui font du showrooming, c'est-à-dire que tu prends rendez-vous, tu vas pouvoir passer un moment à être coaché, et puis tu vas pouvoir acheter les produits, les mettre dans ton panier, soit les recevoir directement chez toi, ils sont livrés chez toi, service gant blanc 2 heures après, soit tu les mets dans ton panier, tu vas pouvoir les racheter en ligne, etc. Donc c'est vraiment appréhender le digital autrement. Maintenant, si tu regardes ce qui s'est passé après le confinement, je crois que tout le monde a compris qu'en fait, il y avait un cap qui avait été franchi et que même ceux qui étaient un peu réticents aujourd'hui à faire leurs achats sur Internet, finalement, ils s'y sont mis. Donc, l'écart se raccourcit et donc, on va avoir encore plus besoin, quand on pourra, de se retrouver entre êtres humains. Maintenant, est-ce que l'avenir, c'est du pop-up? Est-ce que l'avenir, c'est… je pense que de toute façon, l'avenir, c'est centré sur de l'humain, de la relation humaine. Une boutique est un lieu où on vive quelque chose, où il se passe quelque chose tout le temps et où les gens, vu la grande solitude que vivent les différentes, les gens, l'angoisse, etc., dans leur solitude chez eux, si on y va, c'est peut-être pour faire des choses ensemble. Moi, je pense à Outdoor Voices qui propose des activités de yoga, d'extérieur en fait. On se donne rendez-vous devant la boutique, mais on va faire des joggings avec les chiens, on va faire du yoga, on va faire des trucs ensemble. Et c'est vrai, c'est leur claim d'ailleurs. Faisons des trucs ensemble. Donc ça j'y crois beaucoup. Après, c'est pas évident que ce soit pas fake, que ce soit pas inventé, que ce soit pas tout le monde fasse la même chose, tu vois, et puis qu'on soit saturé de c'est pas la MJC du coin non plus, tu vois, ta boutique. Donc qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y apprendre? Je pense pas que le retail physique soit mort, mais pour reprendre les mots d'un des fondateurs de Warby Parker, le mauvais retail est mort, mais ça depuis longtemps et on le sait tous.
C'est un bon résumé, effectivement, je trouve, de la situation. Alors, un point aussi, c'est les grands groupes. Euh, donc, les grands groupes qui avaient l'habitude jusqu'à présent de manager des marques qui étaient mondiales, qui mettaient du temps en fait à installer sur des cibles qu'ils maîtrisaient, j'allais dire plus ou moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué et notamment, on voit qu'il y a des petites marques qui se créent du jour au lendemain sur le digital et qui peuvent éclore et qui peuvent faire en fait un énorme carton et aussi avec l'aide des influenceurs. Donc, la question, c'est ces grands groupes, comment est-ce qu'ils peuvent profiter, j'allais dire, du modèle des DNVB ou s'adapter au modèle des DNVB? Et est-ce que tu as un exemple d'un grand groupe qui a su le faire aujourd'hui? Alors, il y a eu plusieurs, donc ça fait à peu près 10 ans que les DNVB existent. Donc, en 10 ans, il y a eu différentes modalités. Les premiers qui ont essayé à qui ça a fait très mal, c'est quand même Procter et Gamble en particulier, les grandes marques de CPG globalement, et qui ont eu des politiques de rachat à des prix faramineux, qui ont racheté Dollar Chef Club à des millions de dollars. Je crois que ça n'a pas spécialement fonctionné. Ensuite, tu as eu Walmart qui carrément s'est emparé justement des DNVB et puis de Bonobos et d'Andy Dunn qui allait travailler pour eux pour lancer des DNVB. Et là, l'idée, c'était de concurrencer Amazon d'une certaine manière. Donc, c'est encore un aspect différent. D'un côté, tu as les CPG qui se disent OK, en fait, on va les récupérer pour les empêcher de devenir trop gros et pour nous faire trop mal au portefeuille. Et puis essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne le digital, mais bon, pas très concluant. Walmart, pas très concluant non plus finalement, surtout par rapport à Amazon qui va tellement vite. Donc finalement, je crois qu'Andy Dunn part à la fin de l'année et ils ont déjà revendu un ou deux de leurs actifs en portfolio. Alors, à qui ça réussit? Après, la stratégie suivante, c'est de créer son startup studio comme L'Oréal. Mais là, ce n'est pas spécialement DNVB, en fait. C'est tout azimut sur toute la chaîne de valeur. Donc, c'est encore une autre stratégie et on verra à long terme si c'est payant ou pas. Peut-être que ce n'est pas forcément adopter une stratégie DNVB qui sied aux grands groupes, mais plutôt direct to consumer. Là, on a vraiment des gros exemples très marquants et qui marchent très bien. Le premier en tête, c'est Nike, qui depuis 2017 a vraiment réécrit toute sa stratégie direct to consumer avec, et d'ailleurs ça va peut-être répondre aussi à une partie de ta question, direct to consumer est hyper local. Parce que, en fait, ce que je constate, c'est que peut-être qu'on est arrivé à un moment où l'immense groupe hyper global, c'est terminé en fait. Et que justement, l'idée, c'est que les DNVB sont très utiles localement. Elles agissent localement sur des communautés locales et qu'elles ont beaucoup de mal, en général, à s'exporter et qu'elles ne s'exportent d'ailleurs pas. Elles sont dupliquées localement par d'autres entrepreneurs qui vont copier le modèle, ce qu'on appelle des copycats, mais qui vont les adapter plus ou moins localement. Et là, en fait, et donc créer le marché local. Donc moi, je m'interroge très, très, très fortement sur cette notion de global et d'opportunité de grands groupes d'acheter une DNVB pour la scaler globalement. En réalité, si tu regardes justement aujourd'hui ce dont ont envie les consommateurs, les nouveaux usages, c'est bien de local, c'est bien de circuit court. C'est bien de parler directement à quelqu'un, d'avoir quelqu'un en charge en face qui puisse justement te garantir la transparence du discours, tout ce qui fait que les DNVB sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Les valeurs, le respect des valeurs, ils ont besoin de quelqu'un qui rende compte derrière. Bon, c'est juste pas possible dans un grand groupe. Après, autre exemple, PepsiCo. PepsiCo s'est mis au direct to consumer pendant le confinement et ils ont créé de ce qu'on appelle deux sites.com, le snack.com et pantryshop.com, où ils vont vendre d'un côté leurs snacks, donc ils ne réinventent pas de produits en fait, ils les resegmentent en fait, mais ils vont essayer de créer cette notion direct to consumer. Il y a Nestlé avec KitKat qui le fait très bien aussi, qui a lancé une boutique à Londres où tu peux faire tes barres de KitKat personnalisées, etc.
En fait, l'enjeu, il est très différent. En fait, c'est pas simplement combattre les DNVB. L'enjeu, c'est aussi sortir de la relation de codépendance avec les détaillants. C'est pas simplement s'approprier la relation client, c'est vraiment sortir de cette relation parce que finalement, tu vois, pour bosser avec le groupe SEB, tu t'aperçois qu'en fait, le détaillant ne remonte pas, ne va pas te remonter les problématiques que rencontrent les clients. Il va pas faire de remontée d'infos. Donc toi, tu es coupé en fait de ta R&D. Tu peux pas aller très très vite dans ton développement de produit. Tu peux te tromper. Et puis, bah, tu as tes marges. Donc, un vrai problème de marge. En plus, le fait de pouvoir sortir de cette relation et de construire un groupe en fait, dans lequel tu as plusieurs marques qui sont direct to consumer, te permet finalement, enfin en tout cas, j'imagine que c'est là-dessus qu'elle table, de réduire ton coût d'acquisition client. Parce que si tu réussis à catcher tes consommateurs sur une nouvelle marque ici, tu vas pouvoir les rediriger sur une autre marque de ton groupe, tu vois, en fait. Et donc, je pense donc, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte euh, pour s'approprier en fait ces nouveaux comportements de clients aussi. Voilà, en gros, je pense où on en est aujourd'hui. Mais super intéressant, hein, tous tes exemples. Et donc, Mais à l'inverse, tu as de plus en plus de DNVB aussi qui vont créer des marques ombrelles et qui vont essaimer plusieurs DNVB, tu vois, qui vont faire Startup Studio elles-mêmes, qui vont dupliquer leurs recettes. Et je pense que là, imbattable, tu as HIMSS qui le premier s'est lancé sur la télémédecine aux États-Unis, donc qui propose à distance tout ce qui est toute ton analyse, comment dire, qui se substitue à ton médecin. Enfin, c'est des médecins à distance en fait, qui vont faire des questionnaires très sérieux et qui vont t'autoriser ou pas ensuite à acheter les produits. Et qui distribuent en fait les produits génériques des médicaments pour hommes, qui sont les produits érectiles, les produits repousse de cheveux, enfin les minoxidil et autres. Donc c'était tout con, hein, mais il fallait y penser. Très bien packagé, avec un vrai discours pour axer autour de lever les tabous dans ce genre de sujet pour les hommes. Ils ont créé Hers, qui est son pendant féminin. Et puis derrière, ils ont énormément de DNVB qui lancent. On ne sait même pas que c'est eux qui sont derrière, mais ils ont le savoir-faire, ils ont l'argent, ils ont les fonds d'investissement derrière aussi. Je peux citer aussi un autre cas de figure qui est aussi très intéressant, c'est Jean Lane, qui était un groupe, là, c'est très différent. Jean Lane, c'était la communication et la direction artistique des DNVB. Ils ont cessé leur activité et ils ont lancé le groupe Pattern, qui va abriter un certain nombre de DNVB. Donc moi, quand on me dit « Oh, mais DNVB, ça ne marche pas », il y a des DNVB qui ne fonctionnent pas pour certaines raisons, et puis il y en a d'autres qui marchent vraiment très bien et qui font le job. Et tous tes exemples sont vraiment super intéressants. Et ma dernière question, ça concerne en fait un peu ce qu'on voit actuellement sur le marché, c'est que les DNVP sont un peu devenus les chouchous des VC. Alors, je ne sais pas si elles sont les chouchous parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'argent ou est-ce qu'elles sont les chouchous parce qu'elles sont d'une certaine façon une promesse d'une expansion rapide et internationale. La question, c'est à tort ou à raison? Alors déjà, je ne suis pas sûre qu'elles soient les chouchous de tous les VC, pas toutes les catégories de produits en tout cas. En fait, il y a certaines catégories de produits comme les compléments vitaminés ou ce genre de choses, tu vois, qui sont des produits à forte récurrence, faible marge, très facile à expédier. Et donc, tu te dis, ben, ok, le coût d'acquisition va pas être monstrueux, avec un bon discours, machin, ça va marcher. Bon, ben ça coûte pas très cher pour un fonds d'investir là-dedans. Et puis, tu vois, ça fait un peu la hype. Mais en fait, c'est pas ça le. Si tu as un mec un VC qui a une vision, tu vas plutôt aller chercher le disrupteur de son marché. Et là, le ticket d'entrée, il est beaucoup plus important. Et là, il y a beaucoup plus de chances, effectivement. Enfin, c'est un plus gros risque, mais en même temps, je pense que c'est beaucoup plus. Comment dire, il y a beaucoup l'opportunité est beaucoup plus belle. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est médiatique. Et puis, il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, qui est très présent chez les DNVB, c'est que ce sont des sociétés à mission. Ce sont des sociétés qui sont socialement
impliqués. Ça fait que, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais Obama avait commandé une étude à un de ses conseillers quand il était encore président sur est-ce que les marques sustainable, durables, sont plus ou moins rentables dans le temps. Alors, pas du tout, plus ou moins. Et la réponse était sans équivoque, elles sont plus rentables dans le temps. Du coup, BlackRock a engagé ce conseiller dont je ne me rappelle jamais du nom, mais enfin, c'est facile de retrouver. Et BlackRock a fait un move vers les sociétés sustainable, vers les sociétés B Corp. Et on voit un grand mouvement aujourd'hui, depuis quelques mois même, vers le B Corp, donc, qui est le label américain, mais en France, c'est marque à mission. Et ben, ça, c'est vraiment un mouvement qui a été initié par Patagonia et par Toms, les chaussures Toms, et qui est au cœur de la DNVB, qui fait bien son job. Donc, je pense qu'il y a aussi une opportunité pour certains fonds de se dire, d'incorporer, d'ailleurs, un certain nombre de fonds deviennent de même B Corp ou marque à mission, et d'incorporer, du coup, tu vois, de se tourner vers ce genre de marque qui plaisent au public, évidemment, et de miser là-dessus. Est-ce qu'ils font bien? Est-ce qu'ils font pas bien? J'en sais rien. Est-ce qu'elles sont scalables à l'international? Aux États-Unis, Glossier est un bon exemple, la cosmétique. Allbirds est un superbe exemple. Allez, y arrivent. Il n'y en a pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. En France, June, les couches June, y arrivent. Ils viennent de relever 10 millions d'euros pour l'expansion internationale. Il y a quelques exemples. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment bien l'objet? Et quand on parle avec des fondateurs de DNVB, alors il y a toujours deux sujets. Moi, quand j'accompagne des fondateurs, c'est la première question que je leur pose, les porteurs de projets. Est-ce que tu veux aller vite et vendre ton entreprise dans 3 ans? Ou est-ce que tu t'installes, c'est chez toi et tu veux la garder longtemps? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. Ça n'a rien à voir. Et en général, tu te rends compte que ceux qui veulent la garder longtemps, qui ne sont pas faites pour les vendre vite, ils vont arriver plus à se caler, à aller à l'international, mais ils vont prendre leur temps. Il n'y a pas de raccourci. De toute façon, pour le business, il n'y a pas de raccourci. Ça sera une belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Viviane, pour ce temps passé à parler des NVB. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. Ouais, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. J'ai d'ailleurs un compte Instagram qui s'appelle @DNVBworld, où je mets des exemples de DNVB qui me paraissent pertinents, innovants. Et sur LinkedIn, je réponds à tout le monde et j'accompagne les projets, donc n'hésitez pas. Et je confirme puisque tu m'as à la fois répondu et vite répondu. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation du Club Digital. Bonne soirée. Merci à toi, Olivier. Bonne soirée.